Bah, c'est la première fois que ça viendrait. Ouais, voilà. Bah, c'est Hélène Martin. Merci à tous d'être là pour du coup ce deuxième café de l'espace, avec un premier café de l'espace qui s'est déroulé en janvier sur la thématique des espaces, des milieux ruraux et des pratiques en milieu rural. Merci au BH Café de nous accueillir encore une fois pour cet événement. On espère que ça va, vous n'êtes pas trop mal installés. Je vais remercier du coup les invités aussi qui ont accepté de participer à ce café débat. Donc Jérémy Gouelou, juste à côté, qui est urbaniste et architecte, mais qui se présentera après. Amandine Diner, qui est du coup maîtresse de conférence à l'Institut de l'architecture et docteur en histoire de l'architecture. Fabienne Kemener, du coup, qui remplace Anouk et qui coordonne les rimes du coup et qui travaille du coup au site d'exploration en architecture et l'association Au bout du plongeoir et à l'ANPU. Et je vous laisserai vous présenter un peu mieux que ma petite phrase. Nicolas Duverger, du coup architecte et directeur du CAUE du Finistère. Et Claire Bonenès, qui est architecte et présidente de la Maison de l'Architecture et des Espaces de Bretagne. Donc on s'inscrit, donc on avait fait une première date qui était un peu sans contexte, mais là on s'inscrit dans le contexte des RIM, donc des rencontres intermondes de l'architecture et de l'urbanisme, qui sont 2 journées de rencontres pour s'interroger collectivement, alors là sur la thématique de la trame. C'est organisé du coup par l'association Au bout du plongeoir et accueilli par le Fourneau à Brest, et ça se déroule demain et après-demain. Voilà. Du coup, moi je me présente rapidement. Donc, je suis Sophie Meunier, je travaille à l'atelier TLPA sur des questions plutôt de recherche, et c'est dans ce cadre qu'on écrit en fait des articles un peu thématiques sur les professions et sur les pratiques, et qu'on développe aussi des moments d'échange comme ce soir pour pouvoir vraiment pas rester un peu entre nous sur les questions qu'on soulève, mais plutôt discuter avec d'autres personnes. Alors ce soir, on a une thématique qui est un peu plus centrée sur les professions de l'aménagement, peut-être avec une thématique plus professionnelle, mais après tout, pourquoi pas s'ouvrir aussi à d'autres professions. On va voir ça un peu plus tard. Pour les règles du jeu, un peu du café débat, je vais d'abord faire une toute petite présentation qui présente un peu les enjeux qu'on a soulevés dans l'article du coup qu'on a appelé « Être architecte » avec un S. Et ensuite, je vais poser peut-être une première question du coup à nos invités. Et le but, c'est que ce soit vraiment un café débat avec vous, si vous avez envie de réagir, de discuter, d'échanger. Si les invités ont envie d'interagir aussi entre eux, voilà, c'est pas moi qui vais poser les questions ou présenter les choses. Voilà, il faut que ça vive aussi avec le public. Voilà. Alors, je vais commencer juste par un petit texte introductif pour vous présenter un peu la thématique de ce soir. Donc avec ce café débat, on a eu envie de mettre en lumière des trajectoires, autrement dit des parcours d'architectes, d'urbanistes, de médiateurs culturels, urbains, qu'on peut qualifier de singuliers dans le fait de s'être écartés de l'image un peu symbolique que l'on se fait de leur profession. Alors ce soir, on ne traitera pas des professionnels qui ont choisi de s'écarter complètement de la question du projet urbain, architectural ou culturel, mais ceux qui ont fait un pas de côté, qui ont opéré une prise de recul, qui ont hybridé leur métier et qui côtoient les contours du champ de la pratique architecturale et urbaine en embrassant des modes d'exercice qui s'écartent de la figure un peu canonique. Pour prendre l'exemple de l'architecte, la figure canonique de l'architecte qui exerce en libéral sur des projets de maîtrise d'œuvre architecturale. Par exemple, c'est peut-être un peu auto-centré, mais moi je suis moi-même diplômée en architecture et en urbanisme, et pourtant, comme on le voit ce soir, mon quotidien est très largement différent de celui de certains de mes collègues qui ont pourtant le même parcours universitaire. Après, est-ce qu'ils me considèrent encore comme architecte? Je ne sais pas, c'est à eux de le dire. Alors, ce temps d'échange, il a pour origine, je le disais, un article qu'on a rédigé il y a quelques semaines et qui tente d'expliquer,
ou en tout cas d'avancer des hypothèses concernant cette diversification des situations de travail dans lesquelles on retrouve des, alors on va dire formés en architecture ou en urbanisme ou en médiation un peu culturelle. Avec quelques hypothèses, c'est peut-être leur volonté à agir dans des champs plus politiques du projet, à se poser les questions du pourquoi on construit et surtout est-ce qu'on doit encore construire, et qui ont envie peut-être aussi de renouer avec les habitants, les usagers, en tout cas ceux qui sont impliqués et qui vont vivre dans ces projets. Alors pour être honnête, je fais parfois lire ce que je fais dans mon travail à mes parents, celui-ci en particulier car il m'a beaucoup posé question lors de la rédaction, et aussi peut-être que parce que j'avais l'intuition que se borner aux architectes était sans doute très réducteur. Et après la lecture, ma maman m'a dit « C'est fou, mais moi ça me parle vachement. Je suis infirmière, mais très vite mes activités dans le cadre de mon travail se sont diversifiées et ont évolué de pratiques de soins vers des questions d'enseignement, de formation et de gestion d'équipe. Est-ce que je me considère toujours comme infirmière ? Oui, mais je n'ai pas toujours trouvé une crédibilité autour de tous les gens avec qui j'ai travaillé. » Et finalement, ce témoignage nous parle plus largement de la question de l'identité professionnelle d'un groupe et de la légitimité que l'on trouve auprès de ses pairs lorsqu'on décide de se créer son propre parcours, que l'on se forme en accord avec sa personnalité, ses convictions et parfois même ses ambitions. Et en effet, certains parcours singuliers découlent parfois d'une stratégie d'adaptation des professionnels qui tentent de trouver leur propre légitimité dans un domaine qui les passionne et dans lequel ils sentent que leur place est ailleurs, ou en tout cas d'une manière différente. Dans les professions de l'aménagement, c'est d'autant plus vrai que les acteurs ne peuvent exprimer ou pratiquer sans se référer à la situation dans laquelle ils interviennent. Autrement dit, l'acte d'architecture ou de transformation est trop lié à son contexte duquel il ne peut s'extraire, et s'il souhaite questionner ses pratiques ou la manière dont la question lui est posée, l'architecte doit souvent agir en amont des processus de décision, à des positions diversifiées. Donc les invités de ce soir sont assez démonstrateurs d'une diversification des missions vers la question plutôt de la médiation culturelle. Mais peut-être qu'il y a d'autres architectes, urbanistes, paysagistes dans la salle dont le champ d'action s'était tiré vers d'autres domaines. Donc n'hésitez pas à nous témoigner de votre sentiment un peu quant à cette situation. De la même manière, n'hésitez pas, si vous assurez d'autres métiers qui au quotidien s'écartent un peu du stéréotype de ce qu'on imaginerait être vos missions, à prendre la parole. Donc je ne vais pas aller plus loin dans l'introduction, c'est peut-être déjà un peu long. Et je vais tout de suite passer la parole à chacun des invités. Déjà pour savoir s'ils ont une première réaction par rapport à ce que je viens de dire. Et puis dans le même temps, s'ils peuvent expliquer, alors c'est peut-être un exercice un peu difficile, en 2 minutes, ce qui vous a mené peut-être à occuper votre activité actuelle, ou en tout cas expliquer un petit peu votre parcours et puis ce que vous faites aujourd'hui. Qui veut commencer ? Bonsoir, Jérémy Goalou, urbaniste et architecte. Merci Sophie pour l'invitation. Oui, notre parcours donc moi je suis diplômé de l'Institut de géoarchitecture de Brest en 2009. Et très vite, dans cette formation qui est très pluridisciplinaire, il faut faire ensuite un peu son chemin et d'aller chercher quelques compléments, se former ici ou là pour pouvoir vraiment suivre sa piste. Et moi, très vite, j'ai été intéressé par les sujets de renouvellement urbain, pleinement inscrits dans les préoccupations de notre génération, de refaire la ville sur la ville. Et je me suis très vite heurté à du construit, à du dur, à de l'architecture, à comprendre vraiment l'habitat, l'habiter, etc. Et je suis allé chercher donc en 2013-2014 la formation d'architecte, donc à l'ENSA de Nantes. Donc aujourd'hui je suis urbaniste et architecte et non architecte et urbaniste. Urbaniste et architecte, c'est un sens je dirais chronologique dans ma formation, mais c'est surtout le fait que je suis allé chercher dans l'école d'archi en fait une manière de retraverser ma pratique d'urbain. Il n'a pas été question à un moment de dire je veux être urbaniste et architecte et d'avoir une maîtrise du spectre très large, etc. Non, c'était vraiment d'être urbaniste et retraverser ma pratique à travers les outils, le regard de l'architecte. Je dis ça justement pour dire au final, dans une école nationale supérieure d'architecture,
il y a peut-être des outils qui sont à prendre, à piocher. J'ai été un peu à la carte, hein, je m'en cache pas. Et du coup, je suis allé piocher des outils comme ça qui m'intéressaient, et ce qui veut dire que dans les ENSA, il y a une formation, certes, qui permet de diplômer et d'être voilà, pleinement en maîtrise d'œuvre architecturale et dans une formation un peu classique, mais il y a aussi comme ça des approches qui peuvent intéresser d'autres personnes qui sont pas vraiment, enfin, qui ne souhaitent pas, comment dire, pratiquer l'archi au sens classique, on va dire, du terme, du moins en maîtrise d'œuvre architecturale. Voilà, et c'est déjà un peu long, non? Alors Claire Baudenès, architecte à Rennes, et présidente de la Maison de l'Architecture des Espaces en Bretagne. Donc moi j'ai eu un parcours archi classique pour un architecte. J'ai fait des études à l'école d'architecture. Et je pense qu'à la fin des études, j'avais plus envie d'être journaliste en architecture. Ça me faisait vraiment envie. Sauf que j'avais une réalité économique qui m'a très vite rattrapée. C'est que le lendemain de mon diplôme, il fallait que je travaille. Et je ne me suis pas posé plus de questions. Je suis donc allée travailler dans une agence d'architecture. J'avais un diplôme d'architecte, c'était logique. Ça me plaisait beaucoup aussi. Et donc, quelque part, après mes études, là, vous voyez une personne, mais en fait, il y en a deux. Il y a celle qui avait envie de parler d'architecture, j'aimais beaucoup ça, mais finalement qui s'est décidée à faire l'architecture dans la maîtrise d'œuvre. Donc ensuite, on a ouvert une agence avec mon associé, et on s'est lancé dans les constructions de maisons, ce qui est en fait pas archi classique, justement, puisque... Et je me rends compte, en ayant réfléchi au Café Débat, qu'on me demande souvent pourquoi on fait des maisons, parce qu'il y a assez peu d'agences qui ne font que des maisons et des rénovations de maisons, parce que c'est difficile d'en vivre. Et je me suis rendu compte, c'est parce qu'en fait, j'avais besoin de ce contact avec le grand public. C'est la seule façon, presque, d'avoir le contact avec l'usager. Quand vous faites un immeuble de 200 logements, vous n'avez pas le contact avec les gens qui habitent l'appartement. Et donc, après tout mon parcours, je l'ai fait sans réfléchir. Hein. J'ai fait aussi parce que j'avais une famille, il fallait qu'on mange, hein. Donc on travaille, on fait ce qu'on a à faire. Aujourd'hui, 40 ans passés, on réfléchit plus à ce qu'on fait. Et c'est justement pour ça que je suis partie à la Maison de l'Architecture. C'est que je me suis souvenue de cette petite flamme que j'avais quand j'étais étudiante, où j'avais envie de parler de la culture architecturale, raconter aux gens ce que c'était l'architecture, ça me passionnait, je parlais que de ça, enfin, j'étais assez pénible d'ailleurs. Et là, je m'étais dit, en fait, aujourd'hui, j'ai un contact qui est lié énormément, finalement, à l'économie et à l'argent, puisque la personne qui est face de moi est mon client. Donc, j'ai pas un rapport libre non plus dans ma façon de parler de l'architecture. Donc, je suis rentrée à la Maison de l'Architecture, qui a une structure associative, dont l'unique but est de diffuser la culture architecturale au grand public, par le biais d'expos, de plein d'actions, de conférences. Et donc c'est du bénévolat, c'est une association. Et j'ai trouvé que c'était le meilleur endroit où aller. J'aurais pu choisir d'aller au Conseil de l'Ordre, mais j'étais encore dans la maîtrise d'œuvre pure. Donc ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, à la Maison de l'Architecture, je ne suis pas dans le cadre de l'architecte qui fait des constructions. Ça n'a rien à voir avec le métier que je fais dans la journée. Mais je me retrouve comme j'étais plus jeune, où j'avais envie de dire aux gens, voilà, la ville, c'est ça, le paysage, pas simplement le bâti. L'espace dans lequel on est doit intéresser tout le monde, presque avec cette envie de dire ce n'est pas possible de ne pas être intéressé par l'espace dans lequel on vit. Donc c'est pas lié à l'architecte en fait. Le cadre associatif dans lequel je suis, c'est lié vraiment à la diffusion de la culture, des espaces. C'est pour ça que ça s'appelle la Maison de l'Architecture et des espaces en Bretagne. Car on ne pouvait pas juste dire l'architecture, l'architecte. C'était vraiment la ville, les territoires ruraux, tout ce qui nous entoure. La pièce où on est, voilà. Donc c'est un peu deux personnes, deux parcours qui sont parallèles dans le quotidien. Bonsoir. Oui, j'ai complété en fait ta présentation par le fait que je suis copilote, métaphoreuse et responsable de la FE à l'ANPU, l'Agence nationale de psychanalyse urbaine, puisque je pense que je parlerai des rimes et du site d'exploration en architecture dans un deuxième temps, parce que là ce sera trop long par rapport à 2 minutes qui nous incombent, et puis parce que je réagis aussi à cette idée de métier, de diversification de ces pratiques et à la NPU, pour tout dire, moi déjà je ne suis pas architecte et je travaille qu'avec des architectes défroqués. Donc ils ont tous pris le maquis de leur profession et pour autant je pense qu'ils font aussi
à leur manière, nous faisons aussi à notre manière de l'architecture. Pourquoi défroquer? C'est que c'est des architectes qui, à un moment donné, ont aussi senti une urgence très, comment dire, sociale, culturelle, à un moment donné, de s'approprier les questions d'architecture et de les mettre en partage. Et je regrette beaucoup que Charles Altorfer, qui est donc urbaniste enchanteur à la NPU, ne soit pas là, parce qu'il pourrait aussi raconter tout ce moment aussi de la naissance des collectifs d'architectes qui sortaient un peu d'une culture où il y avait des grands gestes, des architectes qui soufflaient un peu à l'oreille des maires et qui faisaient des grands gestes d'architecture, où tout d'un coup il y a eu aussi une envie de quelque part travailler la question autrement, la travailler de manière plus transversale, de manière plus inclusive, et qu'à ce moment-là, ça a mis aussi plein de débats dans l'architecture qui continuent aujourd'hui, qui ont traversé plein de périodes, mais qui en tout cas font que ces pratiques-là ont quand même changé et aujourd'hui se partagent avec beaucoup plus d'hybridation aussi et de mise en partage. Charles nous dit souvent que lui, c'est vrai qu'il y avait aussi dans son envie, comme à la mode, de partager une culture de l'architecture, il y avait aussi l'idée que c'était aussi une pratique, une discipline qui était un peu, il dit souvent confiscatoire. Alors bon, on invente beaucoup de néologismes à la NPU, mais qui confisque aussi ces sujets, en fait, aux usagers par tout un tas de langages, d'acronymes, de termes extrêmement techniques, alors qu'il s'agit quand même d'habiter, de vivre, d'être des êtres sociaux qui vivent ensemble et qui, avant tout, font société. Évidemment, le bâti influe sur comment faire société, la société influe sur comment bâtir, mais en tout cas, à chaque fois, il y a quand même une porosité des allers-retours dans ces deux sujets-là. Donc à la NPU, comment dire, tout ce que l'on partage, puisqu'on est un mixte d'artistes, d'architectes et aussi de sciences humaines, on a vraiment tout le temps ces questions-là qui sont traversées avec toujours cette idée de comment est-ce qu'on questionne ces sujets, comment on les met en partage et comment même on crée de la joie, de l'embarquement, du désir, des choses qui vont être absolument aussi passionnantes, parce que c'est quand même des sujets qui créent aussi beaucoup de partage absolument joyeux et embarquant, mais ça, il faut déjà aussi mettre les sujets sur la table. Et donc du coup, c'est comme ça que naturellement, j'ai rencontré le projet d'Au bout du plongeoir, qui crée un site d'expérimentation en architecture qu'on a rebaptisé site d'exploration en architecture, et qui, avec des architectes comme Cécile Gaudouin, qui était un peu à la naissance aussi des réflexions sur les habitats participatifs et partagés, etc., venait rencontrer tous ces désirs-là. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Amandine Diner, je suis architecte de formation, comme je le dis souvent. J'ai fait une formation à l'école d'architecture de Strasbourg et puis j'ai continué mon cursus en thèse. Donc j'ai fait une thèse en histoire de l'architecture parce que j'ai travaillé pendant quelques mois en agence et je ne m'y suis pas vraiment retrouvée. Alors au départ j'avais un peu le complexe de dire mince, je ne fais pas de l'architecture comme il faudrait parce que j'ai été un petit peu... On a souvent entendu pendant les études, en tout cas lorsque moi je les ai faites, que c'était un petit peu la voie attendue de travailler dans une agence, à tracer des traits, et puis voilà. Et je m'y retrouvais pas. Donc j'ai cherché une manière de faire de l'architecture autrement. Et comme j'avais beaucoup aimé les enseignements d'histoire et de théorie de l'architecture, et voilà, je me suis dit je vais tenter peut-être quelque chose dans ce sens-là. Et donc j'ai passé une thèse en histoire de l'architecture. Mon sujet était celui de la formation, l'histoire de la formation des architectes. Donc j'avais aussi envie de regarder un petit peu en arrière, de comprendre comment la formation avait évolué ou non, quel était l'héritage de cette école des beaux-arts qui a pendant longtemps formé la grande majorité des architectes jusqu'en 68. Comprendre cette réforme de 68 où le système éclate et où la formation est très largement remise en question au regard aussi d'une formation et d'une profession qui cherche elle-même à se restructurer. Donc voilà, j'ai trouvé en tout cas un épanouissement dans cette forme-là. Et puis après ma thèse, j'ai souhaité faire de l'enseignement. J'ai eu l'occasion pendant ma formation doctorale d'enseigner un petit peu à Strasbourg. Et j'ai eu d'abord un premier poste à la Villette,
une grande école où les formats pédagogiques sont un petit peu compliqués. Quand on fait cours devant 150 étudiants, c'est pas simple. Et puis, arrivé à un moment de réforme en 2018, peut-être qu'on en reparlera aussi, mais où les écoles ont eu un statut un petit peu différent et où il y a eu la création d'un statut d'enseignant-chercheur dans les écoles d'architecture, ce qui n'existait pas, alors qu'à l'université, ça faisait 100 ans que les universitaires étaient des enseignants-chercheurs. Et donc pas de poste dans les écoles d'architecture, et donc j'ai regardé du côté de l'université et j'ai eu un poste de maître de conférence à l'Institut de géoarchitecture, où j'enseigne l'histoire de l'architecture et de la ville à des étudiants qui sont destinés à travailler dans les métiers de l'aménagement. Et voilà. Je m'arrête peut-être là et on continuera après. Alors, hop, je vais tirer. Bonsoir, Nicolas Duverger, donc directeur du CAUE du Finistère, conseiller d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Alors moi, c'est quasiment c'est la première fois qu'on m'interroge en fait sur mon parcours. Voilà, j'ai pas tellement intellectualisé ma démarche et les choses sont arrivées dans ma vie un peu par hasard, sans que je les recherche. En fait, je suis arrivé en CAUE assez rapidement. Je sors de l'école d'architecture de Nantes où je suis formé pour concevoir des projets destinés à être construits. Bon, je ne vais pas vous raconter dans quelles conditions je suis arrivé à l'école d'architecture, mais ce n'était pas un premier choix en fait, d'études. Mais ça m'a passionné, en fait, la poursuite du projet, la rencontre d'enseignants, de matières un peu nouvelles, la question de la création, l'accompagnement transversal. Enfin bon, voilà, plein de choses qui m'ont intéressé. Je sors de l'école, je suis rattrapé par l'armée. À l'époque, on faisait encore son service militaire et j'étais sursitaire jusqu'au bout, voilà. Et je sors de l'armée et j'ai mon premier enfant qui naît. Bon, voilà, c'est comme ça, très jeune. Et il faut faire bouillir à marmite. Je m'installe à mon compte à Nantes et ça ne suffisait pas. À la fin des années 90, certains ont connu cette époque. C'était un peu dur hein, pour les jeunes archis. Et je vois une petite annonce à l'école d'archi. Je cherche un archi-conseil au CUE de la Sarthe pour accompagner les porteurs de projets de rénovation de centres anciens protégés. Je me présente, je suis retenu. Et ça me passionne en fait, le contact avec le particulier, la rencontre avec les élus. Labourer le terrain, voilà, et cette idée de répondre en permanence à des besoins sans contrainte finalement d'argent, sans contrat, passer avec le destinataire du conseil, une parole un peu neutre et en même temps engagée parce qu'on m'a autorisé à parler assez librement et donc je m'épanouis dans cette fonction et puis très rapidement, ben voilà, on me donne plus de responsabilités et je reste une petite dizaine d'années au CEU de la Sarthe et puis après j'arrive ici pour mettre en place le CEU du Finistère en 2014, parce qu'il n'y avait pas de CEE. Avec toujours cette idée de partir d'arpenter le territoire, de mettre en place des relations, des partenariats avec les acteurs locaux, et puis surtout, une dimension politique, en fait, dans cette pratique, c'est de parler à tout le monde. C'est vrai que tu parlais de métier peut-être, enfin, ou de termes confiscatoires en fait, et effectivement de jargon, et c'est vrai qu'il faut souvent décrypter. Il ne faut pas avoir peur d'ailleurs de demander un acronyme, qu'est-ce qui se cache derrière l'acronyme, derrière une règle, une norme, réinterroger la norme aussi régulièrement pour mieux jouer avec. Et autant de choses qu'on a peut-être du mal à faire quand on est dans une pratique un peu conventionnelle, probablement avec des rapports contractuelle et une économie un peu contenue et surtout la possibilité dans mon exercice de dilater le temps, quoi, de revenir incessamment à la demande d'un élu, d'un porteur de projet pour tenter de trouver des solutions, tenter d'aider à arbitrer, de mettre en relation avec d'autres partenaires et puis impulser des dynamiques. Et puis alors dans cette dimension politique, la question de la ressource qui arrive quand même sur le terrain, quoi. Est-ce qu'il faut continuer de construire? La question de la biodiversité et toutes ces questions qui surviennent aussi par le contact d'autres professions, des géographes, des urbanistes, des écologues, voilà, par le questionnement aussi des élus, les doutes des élus, quoi, entendus au quotidien, une masse de personnes rencontrées font que je pense qu'on a une conscientisation, je ne sais pas si c'est le terme, qui est un peu différente. Quand il s'agit d'une pratique un peu enfermée, enfin c'est tel que je la vois moi en tout cas. Donc en fait, vous avez compris, le CUE c'était un objet d'épanouissement total en fait professionnel, qui fait que j'ai absolument aucune frustration à ne pas construire. D'ailleurs, je ne me pose même pas la question de savoir si je suis architecte ou pas architecte. C'est la formation en fait qui m'a conduit là, la question de la conduite du projet, l'éveil, le sens critique, l'ouverture probablement d'esprit, etc. Bon, voilà un peu mon petit parcours.
je vais rebondir directement, et puis comme ça, je vais créer, parce que c'est peut-être difficile de rebondir sur le parcours des autres. Mais il y a quelque chose qui m'a peut-être un peu frappée, et sur laquelle j'avais envie de retourner, c'est à quel point, dans du coup, vos activités qui sortent un petit peu de cette figure un peu de l'architecte traditionnel, vous ne cherchez pas aussi parfois à vous créer un certain espace de liberté et à sauter une étape qui est celle d'avoir un commanditaire en face et une commande, ou alors à vous créer votre propre commande, pour aussi renouer soit avec la dimension, comme on disait, politique un peu des choses, ne pas être frustré parfois par une demande qui correspond peut-être ni à vos valeurs, ni à ce que vous pensez être peut-être juste, mais aussi à renouer, à sauter cette étape peut-être du commanditaire, pour aussi renouer avec la question des gens qui vont habiter les espaces que vous concevez, ou les usagers qui vont arpenter un peu ce que vous concevez. Donc je ne sais pas si ça fait réagir l'un de vous déjà sur cette question-là. Avant la commande, tu as dit, la première chose que tu disais, c'était... C'est sauter, la question de la liberté, de sauter. Tout à fait. Oui, la liberté. Il semble que là, peut-être aussi de plus en plus par rapport aux enjeux qui nous arrivent dessus, parfois s'affranchir des contraintes et créer des espaces de pensée pour penser la ville et nos façons d'y vivre est un affranchissement que nous pensons vraiment nécessaire. Ce n'est pas de l'utopie, ce n'est pas être complètement à côté de la plaque, et ce n'est pas nier les contraintes, c'est créer des espaces pour s'y affranchir, pour ensuite, avec agilité, travailler, les questionner, bouger certaines lignes, et trouver les espaces en fait, de frottement qui vont nous permettre, mais c'est parfois des détours par cet espace-là, en tout cas, qu'on peut aussi venir travailler des questions qui vont ensuite être après très techniques. Donc je pense que cet aspect-là est aussi ce que l'art et la culture peuvent venir à un moment donné amener, insuffler, je veux dire, de manière très forte. La commande, alors là, pour le coup, nous, on est ultra disciplinés par rapport à la commande, en fait. On ne fait rien sans commande, et la commande, pour nous, elle est, comment dire, c'est avec elle que l'on travaille, mais par contre, on ne travaille pas de manière prestataire. C'est-à-dire que la commande vient nous poser une question, et cette question, on va la travailler ensemble. Et nous n'allons pas venir... vous n'allez pas chez le psy en disant « Allez-y, psychanalysez-moi, je veux être guéri, je veux aller mieux ». Non. Par contre, je veux faire un projet de ville, de quartier, une maison. Je fais appel à vous. Alors nous, pas à cet endroit-là, c'est plutôt la pré-pensée. Mais par contre, c'est cet endroit de mise au travail de l'acteur qui pose une question qui va faire le projet, en fait. Et ça, c'est très important parce que je pense que les architectes, parfois, sont aussi dans cet endroit-là où, en fait, on leur pose trop de questions qui vont même être de l'ordre politique et ils ne peuvent pas y répondre. Donc, du coup, c'est aux commanditaires de s'engager, de s'impliquer, de mouiller le maillot pour travailler cette question avec... Donc ça implique une toute autre relation. Et en fait, je crois que là, on est dans un moment où on souffre, par exemple, les appels d'offres. On est de nombreux acteurs. J'en vois un qui vient d'arriver, là, Pascal Lebrin-Cordier, qui vient pour les rimes. L'appel d'offres nous met toujours dans cette posture, en fait, de prestataires qui, en plus, se met en concurrence les uns avec les autres et qui doivent venir solutionner tout un tas de questions. Quand est-ce qu'on va créer d'autres conditions, justement, de la relation, puisque ce travail d'architecture, ce geste de faire société, faire culture, traverse tellement de questions plurielles qu'elle ne peut pas être posée de cette manière-là, je pense. Alors, moi, pour rebondir, effectivement, on n'a pas de maîtrise d'ouvrage au sens classique, c'est-à-dire qu'on n'a pas une lettre de mission, clairement. Voilà. Par contre, on a des missions, en fait. On a 4 missions: conseiller, sensibiliser, former, informer. Et ce qui nourrit vraiment la pratique, c'est la question posée par des particuliers régulièrement. Hier, j'étais à Audierne, j'ai une permanence tous les mois à Audierne. Je rencontre des particuliers, une demi-heure chacun. Et mon boulot, c'est de démerder en fait leur ordinaire, leur vie, quoi.
c'est créer une petite, enfin les aider à trouver le percement qui amènera un peu de lumière à cette pièce, fluidifier le parcours dans la cuisine parce que la personne est en fauteuil roulant ou parce qu'elle vieillit, c'est agrandir la maison. Et donc c'est cette mission finalement de sécurité sociale, enfin, c'est comme ça que moi je le pratique. Enfin, alors c'est peut-être un peu prétentieux, mais on est un peu même la CMU en fait de l'architecture. C'est-à-dire qu'on va là où il n'y a pas d'architecte. D'ailleurs, interroger les gens dans la rue, personne ne sait ce que c'est qu'un architecte finalement, et personne ne connaît, ne peut nommer un architecte. Enfin, les trois quarts des gens que moi je rencontre, ils ne savent pas ce que c'est qu'un architecte, ils parlent de maître d'œuvre. Alors une fois que j'ai un maître d'œuvre, il faut que je choisisse un architecte, ou est-ce que l'architecte est maître d'œuvre? Enfin, c'est pas très clair pour les gens, mais c'est pas très très grave en fait. Et c'est ça qui m'intéresse en fait. On arrive à parler d'architecture au bout de la chaîne parce que ce faisant, quand il s'agit de démerder comme ça l'ordinaire des gens, mais effectivement il y a un certain nombre de questions qui relient en fait la question précise à une question plus large qui est d'ordre sociétal et d'ordre culturel de fait. Et donc on peut dérouler quand on a la confiance accordée. Voilà, une fois qu'on a écouté attentivement la personne, on peut commencer à parler d'autres choses, de matérialité, de rapport à la rue, d'histoire, enfin voilà, et finalement tisser un lien davantage culturel avec la personne. Et c'est ça qui m'intéresse moi dans mon métier finalement, c'est qu'on part de petites choses pour au final développer un discours peut-être un peu plus conséquent sur la question de la société. Et donc c'est une posture assez engagée en fait qu'il faut avoir. Je te rejoins complètement. Il faut aussi se saisir de ce questionnement-là pour essayer d'élargir un peu les choses et il faut s'engager. Je pense que c'est ce qu'on dit régulièrement aux étudiants des écoles d'architecture ou de géoarchie. Enfin, il faut s'engager assez tôt, quoi. Il faut prendre position dans la société. Merci, tu me tends la perche. Ah non, rapidement, ouais. Moi aussi, c'est peut-être le mot liberté sur lequel je rebondis parce que moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai quand je vais au travail tous les jours, c'est que je suis très libre. À la fois des contenus que je souhaite apporter, et je pense que ça c'est vraiment une richesse, c'est-à-dire bien sûr on a des trames, on a des programmes, on construit des maquettes pédagogiques, etc. Mais on est quand même relativement libre dans les manières de faire, dans les contenus qu'on veut apporter, dans les références qu'on propose aux étudiants. Et la liberté, je pense qu'elle est aussi les étudiants aussi sont très libres finalement de construire leur pensée, et moi je trouve que c'est un cadre, l'université et les écoles d'architecture, c'est un cadre incroyable pour apprendre à construire une pensée. Et moi, ce que j'aime dans mon travail, c'est que je me dis que je peux contribuer un petit peu, je l'espère, à apprendre à appréhender un contexte en fait bâti, comprendre les conditions de la production d'un espace, comprendre un contexte culturel, comprendre une histoire d'acteurs, de réseaux, de figures, d'objets. Et je trouve que c'est très très riche parce que finalement, c'est comprendre l'environnement dans lequel on évolue. Donc c'est sûr que pour moi, particulièrement, la dimension historique, elle est centrale, c'est d'essayer de comprendre les cycles en fait de fabrication de la ville, les questions qui se reposent aujourd'hui, qui se sont posées déjà il y a 100, 200, 300, 400 ans, même encore plus. Et je trouve que c'est d'apprendre à poser des outils, des clés de lecture d'un paysage bâti et qui est quand même relativement important pour les architectes, les urbanistes qui vont sortir demain de ces établissements de formation et qui seront amenés à produire la ville. Donc la liberté, moi je trouve qu'elle est très riche et elle est fondamentale pour pouvoir laisser cet espace de réflexion et de construire les professionnels de l'architecture et de la ville. Juste un petit mot aussi sur la question de la commande et de la liberté. Je faisais le constat récemment que il y a une grande partie des appels d'offres auxquels on répond en tant qu'urba ou même archi, où c'est une question de reconversion, de réhabilitation, de redynamisation. Et en fait, en permanence, il faut réparer. Il y a quelque chose qui est cassé, qui est brisé, il faut réparer. Et ça nous met tout de suite dans un peu ce que tu disais sur la question du prestataire, où venez réparer en fait ce qui est rompu. Et non, en fait, je sais pas faire comme ça d'emblée. Et surtout, en fait, il y a une phrase que j'aime bien, que j'utilise souvent, c'est savoir où on va et aimer s'y perdre. Et c'est de dire qu'in fine, il y aura quelque chose, un cap, un but, mais c'est comme en navigation, on peut prendre des trajectoires très différentes, et ces détours, il faut les autoriser pour faire un peu faire le pas de côté qui permet vraiment de prendre l'épaisseur du sujet. Et donc de plus en plus, il y a, grâce au CAE notamment, où je vois les appels par exemple de résidence dans des communes,
il y a des choses un peu nouvelles, un peu émergentes comme ça, qui permettent de dire à des collectivités, à des élus, on va regarder un peu votre territoire, on va l'analyser, on va faire émerger progressivement une problématique, on va apporter des éléments de réponse. Et en fait, aujourd'hui, c'est bien d'avoir là, c'est une invitation comment dire, à l'ensemble des commanditaires qu'il pourrait avoir dans la salle, mais d'autoriser en fait de laisser le droit à l'erreur, de laisser en fait une carte blanche, une forme de carte blanche dans les commandes, parce qu'aujourd'hui les cahiers des charges sont très très proches les uns des autres, ce qui amène à des méthodologies qui sont toujours plaquées, et in fine des réponses, des aménagements qui aussi sont très génériques. Et donc ça commence à bouger, hein, on le voit encore une fois à travers les structures comme les SAE notamment qui accompagnent les collectivités, mais voilà, il faut donner encore plus de liberté. C'est quoi déjà le chi? Le chi, c'est le souffle, la respiration, c'est le... Et dans architecte, il y a art, l'art, le chi, et le tect, la technique. Et en fait, j'ai l'impression qu'on est toujours un peu dans ces jeux-là, entre l'approche artistique, la tech, la technique, et le chi, le centrage et l'endroit où il faut être aussi entre ces deux-là. Alors moi, je suis un peu le vilain petit canard, parce qu'en fait, moi, je construis. Et je ne suis pas du tout frustrée de construire. J'adore construire, j'adore concevoir. Je reçois des clients à l'agence, ils n'ont pas idée de ce qu'ils veulent vraiment. Et à la fin, ils ont une maison terminée. Donc, c'est une passion. Et en fait, je me rends compte, à vous écoutant, je découvre que je suis dans une situation schizophrène, parce que j'ai des gens qui arrivent chez moi qui ne connaissent rien à l'architecture, la plupart du temps, je dirais 95%, qui ont un peu peur. Ils arrivent à l'agence et ils sont tendus. C'est vrai, parce qu'ils ont l'image de l'architecte. Est-ce qu'on a bien fait d'avoir un architecte? On n'aurait peut-être pas dû, ça va coûter cher. Bon, bref, on ne va pas pouvoir faire ce qu'on veut. Voilà, ça, c'est le premier truc que j'ai. Donc, on a quand même une expérience avec mon associé depuis 10 ans. Donc, on a une grande part de psychologie dans notre métier. Et à côté de ça, j'ai tous mes confrères architectes, enfin, pas tous, tout n'est pas noir et blanc. Mais j'ai un confrère qui a dit l'année dernière, un dîner où j'étais, de toute façon, les architectes qui font des maisons ne sont pas des architectes. Donc j'étais là, pas de bol. Donc je dis excuse-moi, merci. Et c'est impressionnant parce que du côté des architectes, et moi je peux vraiment parler de la profession qui construit, parce que je suis dedans tous les jours, il y a ce gros souci, quelque part, parce qu'on ne parle pas beaucoup d'échelle là, de projet, mais c'est important parce que les gens dans la rue qui ne savent pas ce que c'est un architecte, c'est des gens qui n'ont pas eu de contact avec un architecte en fait. En réalité. Mais dès moi j'ai contact tout le temps avec des citoyens lambda, et quand on leur parle d'architecture, alors j'ai la prétention de dire que je réussis à parler d'architecture, c'est très prétentieux, mais qu'on leur parle de leur projet que nous on a conçu avec eux, mais pas vraiment, parce qu'au départ on ne conçoit pas avec les gens, on les écoute et après on fait un projet. Et au bout de 3 heures de présentation du projet, ils sont souvent quand même fascinés, parce qu'ils n'avaient pas compris qu'il y avait ce processus... que l'architecte n'était pas un personnage fermé qui allait faire un délire, un geste, parce que voilà. Mais bon, après, moi, mon expérience est spécifique parce que je fais des maisons. Mais ceci dit, avant, j'ai travaillé sur des énormes projets à Paris et j'avais aussi ce rapport, en fait, avec le maître d'ouvrage, de lui expliquer le projet. Et en fait, quand on explique aux gens ce que c'est, ils comprennent. Donc, dans mon métier, ce que je veux dire par rapport à ce que vous dites là, moi, je me sens très libre. Je ne me sens pas du tout dans un carcan, même quand j'étais sur des grands projets ou là sur des petites maisons, parce que je pense que l'architecte, il sait, en fait, normalement, il doit savoir expliquer, et s'il n'est pas libre, c'est souvent pour des raisons économiques, en fait. En réalité, c'est pas du tout sur la question de savoir, sur la pensée, en fait, parce que c'est souvent parce qu'on le bride aussi, quelque part, forcément, et c'est normal, parce qu'on ne veut pas... Donc voilà, donc moi je suis vraiment dans la pratique où je ne suis pas frustrée, parce que je pense réussir à faire de la médiation, et il y a une grande part, j'avais lu dans ton texte sujet sur la médiation, j'ai une part absolument énorme de médiation en fait, et d'expliquer aux gens ce que c'est, et ensuite sur le chantier. Il faut savoir que le grand public, j'appelle le grand public en fait, c'est tout le monde là, est passionné par le chantier en fait. Quand on leur explique, quand on les fait prendre part au chantier, tous, à 98%, ils veulent y aller tous les jours. Enfin, c'est d'ailleurs très compliqué.
Mais ils sont tous passionnés, en fait. Les gens sont passionnés d'architecture, mais ils ne le savent pas. Et l'année dernière, j'ai eu 2 clients différents qui m'ont dit, à la fin du projet, en fait, je veux être architecte. Pour moi c'est... Bon, ils ne pouvaient pas. C'était... Le gars, il est prof, il est trop tard. Et ça, c'est une victoire. Et donc, ça veut dire que les architectes qui sont en agence et qui construisent peuvent se trouver aussi cette liberté dont tu parlais au CAU. Je pense que, après, je suis peut-être un cas spécifique, mais je crois pas. Donc, pour moi, c'est pas noir et blanc, en fait. Et c'est un... Voilà. Mais pour autant, je vais quand même à la maison de l'architecture parce que j'ai besoin de voir un peu plus large que les petites maisons. Et de parler du paysage aussi, d'autres choses, en fait. Ça me pose une question, je me permets de réagir sur la sensibilisation, la formation à l'architecture, à la ville. C'est de plus en plus vrai avec des organismes qui accompagnent les écoles primaires, voilà, qui réalisent de la sensibilisation, mais finalement on veut faire construire une maison, je sais pas, à 35, 40 ans, on va voir l'archi, en fait on découvre ce qu'est l'architecture à 35 à 40 ans. Est-ce que c'est pas un peu trop tard? Je dis ça parce que ça m'évoque aussi sur le projet urbain, l'urbanisme. En fait, quand je suis arrivé à l'Institut de l'architecture, l'Institut a cette particularité d'avoir, on va dire, une branche urbain et une branche enviro, donc spécialité environnement. Et moi, je suis arrivé pour l'environnement, en fait. Voilà, j'ai fait mon stage à Pointe-du-Raz, je m'étais acheté une polaire quechua et tout, j'étais à fond. Et en fait, un prof dans les couloirs qui me dit « Ah, je t'ai mis sur un atelier urbain. » C'est quoi l'urbain? Et en fait, j'ai découvert à 22 ans ce qu'était l'urbanisme. Je me suis dit, en fait, il y a des gens qui s'occupent de la ville et tout, c'est génial. En fait, c'est un jeu, quoi. Et il y a eu cette forme un peu de naïveté que j'ai toujours, et le jour où ça me quitte, il faudra que je change de métier, mais ce truc à 22 ans de dire oh, ah ouais, mais en fait, la ville, c'est vrai que c'est pas une juxtaposition de bâtiments et d'architectes qui viennent poser les uns après les autres. Il y a plein de choses, il y a plein de sujets sur la mobilité, l'énergie, etc. Enfin, plein de choses. Et que je trouve ça aujourd'hui un peu dommage de le découvrir à 22 ans. Et du coup, ça ouvre aussi des questions de dire, voilà, la place de ce qu'il faut pas former plus tôt, en primaire, sensibiliser, etc. C'est pour ça que l'image de l'architecte est déplorable des fois, parce que justement, il n'y a pas de connaissances. Alors, assez tôt, quoi. Oui. Et en même temps, comme je vous disais, à l'ANPI, on couche les villes sur le divan pour détecter leur névrose et leur proposer des thérapies. Mais parfois, on couche des sujets. En ce moment, on travaille avec l'université d'été des urbanistes qui se sont dit, on leur a proposé de se coucher sur le divan, en fait, pour questionner la pratique d'urbaniste. Et pardon, mais en ce moment, la question qu'ils me posent souvent, c'est oui, mais alors, le truc de architecte urbaniste, c'est aussi quand même un peu un souci, parce que, enfin, un souci, pour eux, ça les questionne, parce que c'est pourquoi est-ce que de fait, être architecte, c'est être urbaniste? Il y a aussi tout un mouvement qui dit urbaniste, c'est aussi d'abord penser la ville par l'humain, par le lien, par comment est-ce qu'on fait société, mais d'un point de vue un peu anthropologique, quoi, en tant qu'humain, on agit ensemble. Et si on pense la ville par le biais du bâti, c'est aussi comme ça qu'on a pu faire ce qu'on appelle l'architecture fonctionnaliste, l'architecture qui... Je ne dis pas du tout ce que c'est, je vous dis juste le débat qui me renvoie en ce moment, qui va être de dire, par quoi on commence en fait la pensée de la cité? Est-ce qu'on la commence par ce qu'on va construire, ou est-ce qu'on la commence par comment est-ce qu'on vit ensemble, nous là, en tant qu'humains? Et c'est important parce que c'est aussi... Alors on est quelques-uns à poser en ce moment la question de l'urbanisme culturel, qui va aussi un petit peu aller dans le lien, dans la suite de ce qu'a pu être l'urbaniste culturaliste, qui était un urbaniste au début du XXe siècle, du XIXe siècle, qui s'interrogeait aussi sur l'histoire, qu'est-ce qu'elle préexiste, comment est-ce qu'on fait aussi avec tout le patrimoine culturel. C'était d'ailleurs un historien de l'art et un architecte qui avait fondé ça. Et en fait, toute cette approche-là, qui ensuite, après, s'est incarnée aussi après dans des mouvements artistiques ou scientifiques, comme les lettristes, les situationnistes, mais aussi la psychogéographie, où tout d'un coup, on essaye vraiment aussi de voir comment la ville, elle est un organisme vivant, elle a des flux, elle a une histoire, il y a des nœuds, il y a des choses... il y a un inconscient collectif qui marque tout ça. Et donc, du coup, quand
quand on arrive parfois, comme tu dis, en prenant conscience de tous ces sujets-là, mais on le fait après. Après, d'abord, s'être formé à quelque chose, je vous disais, le texte. D'abord, le texte. Et là, voilà, je pense que ça, c'est un débat qu'il est intéressant aussi de pousser, parce que voilà, c'est pas une évidence d'être architecte urbanisme, je pense. Et aussi, je le disais, c'est intéressant de le renvoyer aussi, parce que parfois, on pose trop de questions à l'architecte. Et alors, si on lui pose toutes ces questions-là, pourquoi est-ce que dans ces cas-là, on ne crée pas plus de groupements pour qu'un architecte, il soit avec un artiste, il soit avec un sociologue, un penseur, etc., pour, dans ces cas-là, travailler ces questions-là, et là, commencer à pouvoir effectivement être dans les sujets de l'urbanisme. Enfin, c'est un peu long et alambiqué, mais... Alors, c'est vrai que architecte urbaniste, parfois, c'est une compétence qu'on s'adjoint, de fait. Peut-être par envie de travailler sur des questions un peu plus globales, ou alors par envie d'aller sur des sujets peut-être un petit peu plus politiques, comme on le disait, ou alors peut-être d'avoir cette prise de décision peut-être un petit peu plus en main. Mais du coup, ça me pose un peu la question de la pluridisciplinarité aussi dans comment on répond à une question ou à des questions. Et du coup, c'est pour ça que je voulais revenir vers toi, Jérémy, parce que toi, dans ta pratique plutôt d'études urbaines, tu travailles beaucoup en équipe et avec des équipes, du coup, avec des compétences vraiment différentes. Et du coup, je voulais savoir du coup un peu comment tu travaillais de cette manière-là et quel rôle toi tu te donnais, soit en tant qu'urbaniste, soit en tant qu'architecte, soit en tant que les deux dans ces groupements. Le rôle au sein des groupements, je l'ai souvent synthétisé à l'urbaniste et le chef d'orchestre. Et finalement, à force de gérer toute l'admin, les coups de téléphone en permanence, etc., en fait, l'orchestration m'a pas satisfait en fait comme métaphore en fait du chef orchestre. C'est un peu finalement le pantin avec la baguette qui organise un truc qui est déjà écrit, qui se joue déjà, et je préfère parler un peu plus de composition, de compositeur, etc. C'est un peu entre les deux. Bon, la métaphore est pas très à l'aise, mais en tout cas, j'évite de faire cette réponse un peu automatique et de dire que l'urbaniste est le chef d'orchestre du groupement. Après, comment je me positionne, en fait, j'envisage le travail en groupement avec voilà, une somme de compétences, avec des paysagistes, des sociologues, enfin plein de gens avec moi. Et moi, ce qui me semble important, c'est de considérer que alors j'ai encore une métaphore là qui vient, c'est la question des plaques tectoniques, entre guillemets. Je trouve intéressant quand les choses se superposent, quand il y a un espèce de frottement, et en fait on aime dire avec nos co-traitants qu'on se marche sur les pieds. Et il me semble important de créer un peu ces débords, ces pas de côté qui nous permet en tant qu'urbanistes d'aller sur le terrain du sociologue, que le paysagiste vienne sur le terrain aussi de l'urba et ainsi de suite. Et c'est ces espaces de frottement pour moi qui créent les projets, qui permettent d'identifier les problématiques. Et donc voilà, ce positionnement d'urba, je l'ai en urba paysagiste, en urba architecte, en urba sociaux, et d'essayer de pas ranger tout le monde dans des cases, mais d'essayer de faire ces espaces de frottement. Et après, moi, mon positionnement, il est urba architecte avant tout aussi sur la question, enfin, la compréhension, l'expertise dans le groupement du cadre bâti, certaines techniques, etc. Je vais continuer sur un terme que tu as utilisé, Fabienne, sur le côté confiscatoire, même si on en a déjà un peu parlé. Mais c'est vrai que ça faisait partie un peu d'un postulat de l'article, qui était de dire que, alors en tant qu'architecte, urbaniste, je ne vais pas m'avancer trop sur des professions que je connais mal, mais peut-être que je peux soulever ça. On a un vocabulaire qui est souvent bien à nous, on a des outils, des compétences, des savoirs qu'on a appris ou qu'on nous a transmis. Et il y a un peu la question dans vos professions un peu diverses, dans vos rôles, quels outils vous utilisez justement pour transmettre un petit peu ce que vous avez appris, ce que vous avez besoin et envie de transmettre, et quelle est un peu cette question de quelle est la grammaire aujourd'hui de l'architecture et de l'urbanisme, par quelle grammaire on peut passer pour effectivement peut-être mieux se faire comprendre ou mieux impliquer les usagers, les habitants un peu dans la fabrique des territoires. C'est peut-être aussi une question qui peut permettre
de trouver des points d'accroche ou alors justement des points de contradiction entre ce que vous utilisez au quotidien comme outil ou peut-être d'autres outils que vous avez développés pour voilà, dans vos professions un peu hybrides pour travailler avec différents publics. Nous, on dessine un peu, forcément, parce que on établit des sortes d'ordonnances quand on rencontre le particulier ou quand il s'agit d'écrire une situation ou une solution à un élu, d'illustrer les choses, quoi. C'est un peu notre grammaire commune, mais il y a quand même deux outils qu'on aime bien employer, c'est l'arpentage, c'est marcher avec les habitants, avec les élus. Ça permet d'éprouver physiquement les lieux, la topographie, le vent, l'ensoleillement, la végétation, et de parler de paysage, et de sortir finalement de la notion purement programmatique ou techniciste. On le fait notamment sur la définition d'enjeux liés aux OAP, par exemple, orientation d'aménagement et de programmation, qui sont souvent conçus à partir d'images photo aériennes et assez rarement finalement par cette notion d'arpentage, par la promenade urbaine et l'appréhension charnelle, concrète des lieux. Et ça marche bien parce que du coup, parfois, ça permet de vérifier que ce terrain, il est très bien comme il est et qu'il n'y a pas besoin de... Demain, Aurim, la maire de Carantec, l'adjoint en parlera, justement d'une expérience qu'on a menée avec eux sur l'écriture, le déclassement en fait de terrain à urbaniser. Mais ça a été possible parce qu'on s'est rendu sur place avec les élus et qu'on a pris le temps, il pleuvait, on a vu l'orientation solaire, les vents, on a vu la qualité du sol, la question de la pédologie, elle est essentielle, les architectes ne connaissent pas trop, sauf à savoir si le sol est porteur et quel type de fondation on va mettre en œuvre. Mais la qualité du sol, est dans ces trois composantes, pas uniquement foncière ou structurelle, sur la vie qui se passe dans le sol, c'est aussi une donnée qu'on essaye de prendre en compte et qu'on peut valoriser par l'arpentage. Donc il y a cette notion-là, qui est importante chez nous, au CAUE, dans la pratique un peu singulière du CAUE. Et il y a la référence. Comme on ne construit pas, on ne peut pas s'appuyer sur ce qu'on a construit. Et donc on donne à voir des opérations déjà livrées, et puis on essaye de décrypter ce qui s'est passé là ou là, avec la posture de chacun, en écoutant attentivement la posture de chacun des acteurs, le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, les métiers associés, les questions d'économie de projet, la durée de projet, Ça, c'est vraiment les deux outils qui sont couramment employés par nous. Alors, quand je me sens un peu je ne veux pas dire à contre-courant, mais mon public, moi, c'est les étudiants. Donc, c'est pas forcément je vois pas de commanditaires, je vois pas d'élus, ou en tout cas pas vraiment dans le cadre de mon exercice quotidien. Mais les outils qu'on met chacun à disposition dans nos enseignements, on les pioche aussi dans nos spécialités, dans nos disciplines d'origine. C'est apprendre à lire des cartes, apprendre les méthodes de concertation. Moi, pour ce qui me concerne, c'est aussi d'avoir les méthodes de l'historien, c'est d'être capable d'aller aux archives, de comprendre ce que ça nous raconte, de récolter un matériau, de les mettre en débat, d'apprendre à interpréter des sources. C'est des choses qui sont... que moi je privilégie aussi dans mon approche. Mais après, bien sûr, c'est le dessin. C'est pas toujours évident d'apprendre à manier un petit peu le crayon pour exprimer des idées. Et puis la question de la référence, elle est fondamentale aussi, parce que ça fonctionne un peu comme ça. C'est de montrer des modèles, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui peut être considéré comme un modèle, ou qu'est-ce qui au contraire ne l'est pas, et comment est-ce qu'on se distancie de cette référence-là, qu'est-ce qu'on peut essayer je ne veux pas dire de copier ou de pasticher, entre guillemets, mais en tout cas d'essayer de décortiquer et de reproduire dans un autre contexte. Je pense que ça, c'est assez important dans la dimension de l'enseignement. On y va comme ça. Alors tout pareil, l'enquête, les archives, etc., l'arpentage, la dérive situationniste, on est souvent dans les troquets quand même pour écouter ce qui se raconte, mais aussi des outils comme la cryptolinguistique. Donc ça, c'était les messages codés qu'on peut trouver dans les noms des rues. Par exemple, on a rebaptisé la ville d'Annonay en Ahouet, parce qu'on s'est demandé pourquoi tant de haine. Et en rebaptisant la ville Ahouet, ça a donné beaucoup de souffle et d'énergie. Les habitants ont voté pour, ils étaient preneurs. Ça peut être la morphocartographie aussi, comment retrouver des formes inconscientes dans les cartes des territoires. Et donc, du coup, donner à voir à travers des plans, des cartes, des messages comme ça qui surgissent et qui font des histoires et des façons aussi amusantes, un peu comme quand on regarde les nuages, de regarder nos plans de ville et du coup de les appréhender
autrement, etc., etc. Il y a tout un tas d'outils comme ça, un peu poético-scientifiques qu'on utilise. Donc là, je parlais de la NPU, et si je vais un peu vers les rimes qui sont aussi nos 2 journées, bah, par exemple, les rimes, ça fait 3 éditions qu'à chaque fois on crée un outil. Donc là, on a créé un outil, je ne sais pas si Sarah Laubier est là, Julien Masson de Les Abs, on a créé un trameur et une trameuse exquise avec eux pour justement aussi donner des outils, créer des outils qui vont donner aussi envie d'être dans l'expérience, d'être dans le partage, d'être dans l'amusement. Là, il y a 2 ans, on a créé par exemple un ambiancomètre. C'était de se dire comment est-ce qu'on peut mesurer l'ambiance d'un site et le faire en intermonde, donc avec un architecte, un élu, un paysagiste, un artiste, comment on arrive dans un endroit et on s'interroge, parce que quand même souvent il y a des projets d'architecture, on se dit qui est venu avant prendre la mesure de l'ambiance de ce site et conscience de tout ce qui est déjà là, tout ce qui mérite d'être relevé. Et comment ça a été fait? Est-ce que c'est dédié ces moments-là? Est-ce qu'ils existent? Comment ils existent? Et donc on s'est dit, bah, on a l'impression que des fois, en tout cas pas suffisamment. Donc en créant cet outil-là, on se dit, bah, voilà, quand j'arrive dans un espace, c'est comme dans la vie, je ne suis pas que triste ou gai, il y a toute une palette de nuances entre ça, donc je me sens bien, mal, je perçois cet endroit comme d'un point de vue fonctionnel, d'un point de vue sensoriel, de tout un tas de façons, et comment je crée des espaces où je vais mettre ça en partage et en dialogue, mais vraiment aussi dans la nuance des choses. Et à la fin, et ben, on produit quelque chose qui en tout cas est avec un petit groupe là, mais qui relève quand même des ambiances de site. Voilà le type d'outils qui sont des outils qui viennent aussi se convoquer dans des endroits de je disais tout à l'heure la pré-pensée urbaine, mais il y a aussi le pré-projet, il y a aussi tous ces endroits où après on va faire acte de bâti et d'architecture, mais vraiment en ayant une connaissance sensorielle, fine, humaine, subtile d'un espace. En fait, vous inventez des dispositifs d'action en fonction du lieu, de là où vous intervenez. Tout à fait. Et puis la parole, en fait. Déjà détecter, enfin, relever la parole, faire des relevés de parole aussi, de récits. Ça, c'est super important. Bon, je vais être hyper terre à terre. J'ai l'impression que je suis hyper terre à terre, en fait. Moi, j'ai un outil. Enfin, j'ai un outil. Il y a un outil qui est extraordinaire, c'est la maquette, en fait. Vous avez des mairies, par exemple un maire qui veut intéresser les habitants au projet. Donc c'est quand même pas évident au départ. Il y a une grande maquette sur une grande table dans la salle polyvalente, c'est évident, ça fonctionne. Il n'y a pas photo en fait. Et c'est très bizarre parce que finalement c'est assez flou une maquette, il y a des petits trucs comme ça. Mais juste c'est physique. Et qui que ce soit, hein, le président de la République ou ma cousine, une maquette, ça fonctionne en fait. Et dans ma pratique d'agence, nous on fait des maquettes tout le temps, mais on n'en fait pas pendant tout le processus du projet. Mais la première fois qu'on présente le projet, c'est que par maquette, ce n'est pas par image virtuelle. Et pourtant aujourd'hui on est arrivé à un niveau d'image absolument extraordinaire, où on voit les images d'architecture ou urbaine, on dirait que c'est construit. Moi des fois je demande à mon collègue, mais c'est construit ou c'est pas construit? Bon voilà. Et pourtant ça fonctionne, mais c'est pas suffisant pour intéresser. Je parle d'intéresser quelqu'un à l'espace en fait. Et on voit bien, et je vois bien les agences comme à Brest, dans des territoires ruraux, pour intéresser dans les bourgs, ils font des maquettes. Donc voilà, donc c'est très terre à terre, parce que bon, c'est pas un truc rigolo, hein, maquette, quoi, tout le monde sait ce que c'est. Mais à une certaine époque, quand même, les architectes l'avaient délaissé. Peut-être aussi les urbanistes, je sais pas. Peut-être les urbanistes aussi. C'est pas évident de faire une maquette d'une ville, mais à un moment donné, ça revient. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte de la limite aussi de l'image, soi-disant ultra-réaliste. Parce que, sur papier, parce que les gens, du coup, ils n'osent plus rien dire, en fait. Ah oui, d'accord, c'est comme ça, ok. Alors que quand il y a une maquette, on a l'impression qu'on va pouvoir bouger les choses et que c'est pas figé. Et ça, c'est parce que quand je vous parle de maquette, je vous parle pas de maquette ultra-réaliste, ultra bien faite. C'est vraiment... voilà, c'est quelque chose où on se dit, ça va pouvoir changer. C'est important, en fait, quand on fait de l'architecture, que ce soit pas figé et qu'on puisse encore un peu réfléchir, se dire, bah, tiens, je vais changer ça, je vais mettre ça là. Voilà, donc ça, c'est vraiment un outil très important pour le grand public qui n'avait pas été sensibilisé à l'architecture ou à l'urbanisme, en fait. Et quand tu présentes une maquette, tu cries, c'est notre projet. C'est notre projet. Et la maquette, oui, en effet, en urba aussi. Et
Ouais, j'ai une très grande méfiance aussi que le logiciel très utilisé, SketchUp, etc., où il faut bien faire. Il y a quelque chose qui est essentiel, c'est qu'entre la maquette et la maquette 3D, c'est que en 3D, le modèle il tourne sur un écran et la maquette, on tourne autour. Et qu'il y a vraiment une perception qui est complètement différente. Et le mal de SketchUp, c'est aussi d'avoir délaissé la coupe, le plan coupe qui... Voilà, et avec beaucoup d'axos, etc., il faut s'en méfier un petit peu. Et juste moi, très rapidement sur mon outil, c'est très simplement la conversation, qui est un outil parce que dans la vie, en général, je parle pas beaucoup, je suis pas un grand bavard, mais je parle beaucoup dans le cadre de mon activité pro. Et je peux passer des heures sur un sujet avec un co-traitant paysagiste, sur... Voilà, d'ailleurs ça agace nos autres co-traitants et nos collègues parce qu'on passe beaucoup de temps au téléphone des fois pour pas se dire grand chose, mais il y a des mots qui sont posés et à un moment il y a un mot qu'on capte, qu'on échange et il va revenir dans le projet à un moment ou un autre. Et la conversation comme ça de proximité avec un élu dans les petites communes, enfin dans les communes rurales où le maire il est là en tant que maire mais aussi en tant qu'habitant, en tant que celui qui connaît par cœur son plan de réseau et ainsi de suite. Et finalement cette conversation assez proche, c'est ça qui fabrique le projet et voilà. Et après, on a d'ailleurs un dernier mot sur on fait tout ça quand on arrive en agence. Qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit sur une chaise derrière son ordi, on allume l'écran. Et que pendant un temps à l'agence, j'avais voulu instaurer le matin, quand on arrive, en fait, on se retrouve autour d'une table, on discute et ensuite on va derrière l'écran. Bon, personne n'arrive à la même heure, c'est un merdier pas possible, mais en vrai, dans l'absolu, ça serait de se dire qu'il n'y a pas cet automatisme d'aller chercher la réponse dans l'écran. Et que la réponse, elle est entre nous. Voilà. Sur les deux outils quand même qu'on essaie de mobiliser, c'est le jeu quand même. Voilà, essayer de se décaler, puis amener positivement, joyeusement les gens à s'intéresser à un sujet, puis à s'exprimer. Du coup, ça noue aussi plein de récits. Et puis la fête, c'est un peu le prolongement, parce que se rassembler en mode un peu décontracté, l'air de rien, boire des coups, etc. Ça permet de décrisper des situations. Ça permet aussi une liberté d'expression certainement plus grande. Et il en ressort souvent des choses vraiment chouettes, quoi, en termes de programme, en termes d'attention de projet. Voilà. Donc c'est des outils qu'on aime bien aussi employer. C'est pas bon employer d'ailleurs. Enfin voilà, qu'on aime bien utiliser. Mais la fête, pour moi, elle est encore plus puissante que ça. Et elle vient aussi marquer des temps, parce que si on parle de grammaire, il y a aussi les rythmes, les temps, les étapes, les rituels. Justement, là, je pense qu'aujourd'hui, on se pose la question par rapport à la question de la frugalité, par rapport à la question d'utiliser des nouveaux matériaux. Il y a aussi... l'acceptabilité de ça, les moments où on va se projeter là-dedans. Et en fait, les fêtes, c'est des moments où, justement, il y a à la fois un aspect contribution, je mets la main à la pâte, mais aussi j'ai l'impression que je peux être, comme tu dis, dans la maquette, je peux être dans l'acte de transformer, l'acte d'agir sur quelque chose, et puis de célébrer, de marquer le temps, parce que c'est peut-être aussi la question des phases, parfois, qui est assez rigide en fait, où il y a plein, quand je disais le côté confiscatoire, c'est qu'on a l'impression qu'il y a plein de phases où là, on n'a absolument pas le droit de citer, pas le droit de conversation, pas là, et qu'on arrive au moment où il faut venir juste célébrer les choses qui se sont faites sans nous, mais pour autant, là je parle plutôt d'urbanisme que d'architecture, parce que c'est quand même un dialogue tout du long, un architecte avec une maison, mais dans la fabrique urbaine, il y a quand même, ça arrive très très tard, donc la fête, elle arrive souvent quand même trop tard, et plus tu la mets dans les différentes phases du projet bien en amont, mais même au moment du chantier, on peut célébrer quelque chose, dans toutes les phases en fait, elle peut se convoquer, et c'est ça aussi après qui fait le récit du projet, et qui laisse quelque chose dans les mémoires, qui en fait l'histoire en fait, et qui se transmet, et qui peut donner aussi quelque chose de très... désireux de connaître, ce qui fait la culture architecturale aussi. Juste une toute petite note là-dessus aussi par rapport à la fête. Historiquement, quand on regarde un peu en arrière, les architectes se sont définis aussi en clans, on peut le dire, en famille d'architectes, à travers les rituels festifs. En fait, le diplôme d'architecte, il est obligatoire depuis 1940. C'est quand même très tard, quand on réfléchit à d'autres professions. Et il y avait
à l'école des Beaux-Arts, parce que je parle de ça, c'est la plus grosse des écoles qui a formé 95% des architectes jusqu'en 68, je le disais avant, mais c'était les rituels festifs, les balles, les défilés dans les rues du quartier latin à Paris, et on se reconnaissait comme un groupe d'individus appartenant à un corps, on peut le dire, tout à fait particulier, et c'était la fête. C'est vrai que c'est intéressant aussi de voir qu'historiquement, ça a construit en fait une identité aussi, ouais, complètement. C'est aussi dans les autres métiers, parce qu'en médecine, bien sûr. Bah, on aussi beaucoup la fête. Ah, mais entre eux, alors que là, ils sont Tu l'as pas. Non, très rapidement, c'est sur un peu tout cet outillage qu'on évoque, c'est aussi... ça peut provoquer quelque chose où finalement on croise aussi toujours les mêmes têtes, les mêmes personnes, les mêmes groupes, et je pense qu'il faut savoir aussi solliciter des outils pour aller chercher ceux qui sont isolés, les groupes avec lesquels on n'a pas l'habitude de discuter, et des outils aussi un peu originaux que tu évoques, etc. souvent permettent aussi d'aller capter ces publics-là qui n'ont pas toujours le micro dans la main, et je pense aux ados aussi notamment, où c'est vraiment, c'est essentiel aujourd'hui d'associer les ados, il y a très peu de choses qui sont faites, et voilà, juste un petit parenthèse. Juste, malheureusement, il y a des maîtrises d'ouvrage aujourd'hui, elles n'ont pas conscience, j'ai l'impression, de tout ce qu'on raconte, puisqu'elles demandent dans les équipes un architecte. Déjà, elle divise, elle prend l'architecte, on ne sait pas trop pourquoi, parce qu'après, il y a une liste de bureaux d'études absolument énorme. Et il n'y a pas, par exemple, il pourrait dire, je vais prendre un architecte, un poète, je ne sais pas... Oui, quelqu'un qui... Voilà, ça commence un peu, mais dans tous les appels d'offres, on est quand même sur du ultra technique. Je dis ça un peu comme ça. Hein. Et nous, on s'en rend compte aussi qu'on enlève à l'architecte aussi une grande part de son savoir-faire en divisant les tâches. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas vraiment. Et des fois, ils auraient peut-être plutôt intérêt à demander dans l'appel d'offres un architecte qui ferait l'économie du projet, par exemple, parce qu'en fait, il est capable. Enfin, ça dépend de l'échelle, mais bon, a priori. Et prendre... même presque plus un urbaniste ou un citoyen lambda, par exemple, je ne sais pas, dans l'équipe qui pourrait dire ce qu'il pense. Mais ça, je ne suis pas sûre qu'on va y arriver, par contre. C'est pas près d'arriver, ça. Changer les demandes de la maîtrise d'ouvrage. Enfin, qui en fait, construisent la ville aussi. C'est eux qui construisent. Moi, j'ai le sentiment que c'est évolué, qu'on arrive à faire passer d'autres messages. Tu parlais de nos programmations actives en Finistère, là, les programmations en résidence, mais on expérimente aussi des formats un peu rigolos, un peu malins, et puis il y a d'autres agences, hein, bref, enfin, voilà, je vois Tristan par exemple, et d'autres, hein, qui essayent, qui tentent, et qui invitent à d'autres formes d'application finalement des habitants, à la définition des enjeux du programme, et même à intéresser à la fabrique du projet, la manière, enfin, la notion de médiation aussi, pour éviter que le chantier soit un élément confisqué hors du temps, derrière les barricades. Ça commence à évoluer, ouais. Alors, là, pour le coup, au tout début, on a posé la question de la ruralité aussi. Hein. Enfin, il y a aussi les petites échelles de villes qui créent aussi un possible différent que dans les maîtrises d'ouvrage très urbaines, dans les métropoles, où là on rentre aussi dans des normes de fabrication politique, de la commande, dans des plus petites échelles, on a aussi une simplicité. Non, tu n'es pas d'accord ? Il y a moins d'intermédiaires, donc on a la possibilité d'aller convaincre plus directement le maire. C'est-à-dire qu'on n'a pas le filtre de 3 directeurs de cabinet ou directeurs de service avant de passer. Moi, j'ai un peu ce sentiment-là, et donc il y a une confiance qui est peut-être plus facile à obtenir d'un élu. Ou alors, on oublie de dire que c'est souvent sur un malentendu que ça passe, hein, quand même. Hein. Les 3/4 du temps, c'est sur un malentendu, on biaise un petit peu, etc. Et on raconte une belle histoire, et on filoute un peu le maire, et au final, il se l'approprie quand il faut couper le ruban. Quand j'ai pensé le projet, ci et ça, et je me targue de machin, mais c'est pas comme ça, que ça s'est passé. C'est pas si linéaire, c'est vrai qu'il y a une espèce d'utopie du monde rural aujourd'hui, c'est très à la mode, sans doute, de penser que c'est un territoire pionnier, c'est un territoire un peu vierge à conquérir, avec une facilité d'action. Non, on en parle beaucoup. Il y a beaucoup de colloques. Tous les colloques, c'est entre la résilience et la ruralité heureuse. Voilà. C'est pas si facile quand même. Il faut décrypter, il faut gagner la confiance. C'est pas toujours le cas. Mais par contre, les choses sont plus directes. Donc, de ce fait, si on est un peu convaincant, on arrive à faire passer un message, on arrive à obtenir la confiance, et puis à filouter parfois, comme je le disais. Ce qui est drôle dans les outils là, que vous avez un peu
nommé, c'est que j'avais envie de vous poser un peu la question de votre propre légitimité. Peut-être que vous avez été mis face parfois face à des personnes qui vous ont dit vous êtes peut-être pas architecte, enfin c'est ce qu'on disait, ou alors vous faites pas de l'architecture ou pas de la bonne manière. Et au final, ce que j'entends un peu dans les outils, enfin en creux de ce que vous dites, c'est que vous avez tous un concernement un peu concernant faire en sorte que chacun se sente acteur de son cadre de vie, en tout cas légitime, et vous êtes assez attaché à ce que du coup tout le monde se sente légitime de penser son cadre de vie. Et ce qui est drôle, c'est que pour ça, vous utilisez plein de moyens détournés, mais surtout pas des moyens d'architecture un petit peu, on va dire, stéréotypés, le dessin, le plan, les moyens un peu techniques. Et tout ce que vous nous dites là, c'est de l'ordre du récit, du jeu, de la fête. Et on a l'impression que vous voulez un peu aussi sortir d'une certaine image peut-être rigide ou technique de l'architecture pour au final y revenir et faire en sorte que tout le monde se sente un petit peu concerné et légitime d'en parler. Je me lance, même si je suis pas sûr, on verra bien. En fait, je pense, là on évoque plein de choses sur la question des outils et tout. Moi, ma légitimité, je la trouve dans l'idée, en fait, dans le projet. Je suis pas dans la question, en fait, d'étaler les diplômes, les récompenses, les références, etc. En fait, ma légitimité, ça va peut-être un peu à contre-courant de ce qu'on disait juste avant aussi sur la question de cette ouverture, mais je la trouve en fait je vais dire de manière un peu forte, caricaturale pour appuyer, je le trouve dans le geste architectural ou urbain, dans le dessin, où à un moment, en fait, je pense avoir eu la bonne idée, que je vais la défendre coûte que coûte, et que ensuite cette idée, c'est ce qui va mettre en récit, et c'est dans ce cadre-là que on va pouvoir faire la fête, qu'on va pouvoir enrichir en fait ce récit par un tas d'outils. Après, je dis ça en tant que concepteur, je tiens le crayon entre guillemets sur des sujets, sur des projets urbains. Je suis vigilant à ce que l'histoire qu'on raconte soit pas un espèce de consensus mou de plein d'outils, de choses, etc. qui se sont accumulés, mais qui servent un récit, un geste, soit architectural, soit urbain, en fonction de comment on se positionne. Mais voilà, je ne sais pas si ça répond, mais en tout cas, voilà, les outils classiques de la maîtrise d'œuvre, voilà, je les connais. Je vais chercher vraiment ma légitimité dans l'idée. C'est un moment, c'est d'accepter de dire, en fait, c'est moi l'expert autour de la table, et je dis de manière un peu volontaire, mais je pense que ça a été dit par beaucoup, même par Bouchin, qui disait il y a un moment, en fait, oui, c'est moi l'expert autour de la table, même si j'ouvre, etc. Et voilà, donc ma légitimité, elle est vraiment dans la force de l'idée. Je profite pour présenter Loïc Julienne, qui est là ce soir et qui est donc l'acolyte de Patrick Bouchin, qui aura peut-être quelque chose à compléter dans ce que tu nous dis. En vrai, moi, c'est une passion pour moi de faire des plans et des coupes à la main. Je dois reconnaître très honnêtement que personne ne sait les lire à part les gens qui construisent, en fait. Soit les archives, tous les gens qui sont dans la construction. Et je dois reconnaître que les gens que je vois à l'agence, au bout d'un moment, je pousse le plan à côté pour regarder la maquette, parce que je vois bien qu'en fait, quand je parle, ils ne comprennent pas le plan. Et donc c'est un outil qui peut pas être, c'est un outil qui est fondamental, mais qui est très difficile à ce que les gens se l'approprient, parce que c'est normal. Ils n'ont pas l'habitude, ils découvrent, ils n'arrivent pas à voir. Ils me demandent toujours c'est quoi, ça fait combien de mètres. Je leur dis mais c'est pas très grave en fait de savoir si ça fait 4 mètres ou 3. Imaginez l'espace, mais non en fait donc on pousse le plan et on regarde la maquette. Donc c'est un outil complexe aussi pour le Kidam. Moi, je trouve ça super important aussi, effectivement, Cécile Gaudouin, par exemple, qui a créé beaucoup d'habitats participatifs. Je me souviens d'avoir discuté avec les habitants qui avaient créé un habitat. D'ailleurs, la plupart, c'était des couples où un des deux du couple s'était mis en disponibilité pour complètement être avec l'architecte pour construire le projet. Ils étaient devenus compétents. Il y en a même qui sont devenus charpentiers ou autres après. Mais j'avais trouvé ça très intéressant, le moment où, en fait, donc ils avaient vraiment pensé le projet ensemble, et le moment où ils avaient dit, et là, on n'a pas écouté l'architecte, et qu'est-ce qu'on l'a regretté sur des histoires de dalles communes, où elle avait dit, ah, là, voilà. Donc, moi, je trouve ça intéressant
la légitimité, moi, je la prends dans montrer dans mes limites, c'est-à-dire de travailler pour essayer de comprendre les mondes de chacun, leur endroit de compétence, et pour moi, être à un endroit où je vais afficher ma limite quand là, à cet endroit-là, je ne vais plus être dans l'endroit où je vais pouvoir affirmer un point de vue, en fait. Donc ma légitimité, elle est là où je mets mes propres limites, et où là, je vais justement être dans un endroit où c'est très important de raconter comment est-ce que dans des endroits, voilà, alors où en plus nous en psychanalyse urbaine, on n'est ni psychanalyste ni urbaniste, on est les deux, on est psychanalyste urbain. Donc évidemment là pour le coup en termes de légitimité, je suis servie. C'est une science poétique qu'on a inventée, mais en tout cas à chaque fois on a quand même l'approche science poétique où on va vraiment étudier un endroit, un territoire, son histoire, et écouter suffisamment pour pouvoir après avoir un point de vue. On ne vient pas affirmer quoi que ce soit, et même parler d'aucun sujet sans en avoir pris connaissance. Mais voilà, ça me semble important. Alors, nous, il y a un sujet qui nous intéresse beaucoup, c'est la question du vernaculaire, du nouveau vernaculaire, et cette notion d'empowerment, enfin, la capacité par l'habitant ou par l'élu à se saisir d'un sujet et devenir acteur de sa vie, donc de sa rue, en fabriquant ses clôtures, etc., en plantant. Et donc on développe beaucoup d'ateliers pratiques. Et par l'atelier pratique, l'habitant se rend compte qu'il a un pouvoir d'agir sur le quotidien. Donc, les clôtures, ça c'est vraiment un sujet de société essentiel. La plantation de haies vives, le retour au bocage, c'est parce que c'est un ancrage territorial aussi. Le bocage, ça raconte une histoire. Ça raconte quand même comment le paysage s'est façonné, une construction humaine. Et donc c'est aussi une façon de relier et de renouer avec un certain nombre de choses. La pierre sèche, qui est un vecteur extrêmement puissant de vivre ensemble, parce que pour monter un mur en pierre sèche, il y a deux faces, il faut être plusieurs généralement, donc il y a un système d'entraide, la ressource elle est locale, etc. C'est un capteur de biodiversité, donc ça permet de raconter aussi notre lien au vivant d'une façon générale, et sortir de l'ontologie naturaliste, décrite par Descola par exemple, et de se dire qu'on appartient à un ensemble, à une communauté de vivants. Voilà, donc ça c'est les outils qui nous intéressent, et donc finalement, paradoxalement, c'est presque le retrait de l'architecte et de l'architecture qui nous intéresse, nous, au CLUE. C'est plus la question du quotidien des gens, du vivre ensemble, de la société, presque plus que la question de la légitimité à être architecte, à pratiquer l'architecture. Voilà, on n'est pas trop sur ce sujet-là, en fait. Bah, du coup, moi, je rebondis là-dessus, parce que la question, justement, de la légitimité, elle pose la question vis-à-vis de qui, en fait? Vis-à-vis de ses pairs, de ses collègues, des étudiants, du ministère qui m'emploie, je sais pas, c'est ça, en fait, qui m'interpelle, et je pense qu'il faut dépasser clairement ça, parce que il y a plein de manières de faire de l'architecture, et on est en plein dans le sujet, c'est-à-dire faire de l'architecture, ça se fait par des biais très très différents, et je pense que les choses évoluent aussi dans les mentalités et dans la profession, ou dans les établissements en tout cas d'enseignement. Par exemple, il y a des écoles d'architecture qui organisent des séminaires sur les métiers de l'architecture, et donc il y a une forme de... Comment on vient un peu décomplexer l'idée que si on fait pas, on n'exerce pas l'architecture comme tu le disais, selon la figure traditionnelle de l'architecte, c'est pas bien. Non, on peut travailler dans la maîtrise d'ouvrage, on peut faire du journalisme, on peut faire de la médiation, on peut faire plein de choses en fait. On peut devenir dessinateur, on peut illustratrice de BD, moi j'en connais. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Voilà, tout à fait, travailler dans des musées, dans le patrimoine, dans la conservation, etc. Et je trouve que c'est très bien aussi de mettre un peu le doigt sur cette diversité, parce que faire de l'architecture, il y a plein de moyens de faire de l'architecture, on peut en parler, on peut la dessiner, la faire, la construire, et en fait il faut l'assumer. Je crois que en fait on est légitime, il n'y a pas de question, quoi. Donc ça c'est plutôt bien. Et j'en profite aussi juste pour parce qu'en travaillant, en réfléchissant un peu à l'objet de notre discussion aujourd'hui, j'ai quand même regardé quel était le pourcentage d'architectes diplômés qui engageaient un parcours dans une thèse, parce que faire de la recherche aussi, c'est faire de l'architecture. Une thèse en architecture, c'est faire de l'architecture. On discute, on imagine, on débat, on voit un peu les théories que les uns et les autres ont imaginées, etc. Et en fait, c'est 2% des architectes diplômés qui font de la recherche. Donc ça reste encore un peu une niche. C'est quand même pas beaucoup. Il y a à peu près 20 000 étudiants en architecture dans les écoles qui sortent diplômés au rythme à peu près de 100 par an par école. Donc ça fait à peu près 2000, puisqu'il y a à peu près 20 écoles. Et sur ces 2000, il y a 2% qui va faire de la recherche. Donc ça dit deux choses, que c'est à la fois peut-être pas très connu,
que c'est pas non plus bien financé, faut le dire, parce que faire de la recherche en architecture, c'est pas automatique, c'est pas comme dans les sciences dites plutôt dures où on est financé, on répond à un appel, il y a un sujet de test qui est financé par un organisme et on saute dessus, voilà, c'est complètement différent. Et du coup, voilà, je trouve que faire de l'architecture par la recherche, c'est peut-être aussi aujourd'hui encore, je trouve, assez courageux, parce que c'est pas simple. Voilà. Et donc pour les étudiants, c'est aussi une perspective qui peut-être paraît compliquée, qui peut être décourageante, mais qui est tellement riche. S'il y a des personnes qui avaient des réactions par rapport à des choses qui ont été dites ou des témoignages à apporter. Moi, je suis d'accord à peu près avec tout ce qui a été dit ce soir, donc ça va pas être passionnant. Mais il y a juste une chose qui a été dite au début qui m'a un peu choqué, c'est que on considère que le public ne sait pas ce que c'est que l'architecture. Je pense que c'est totalement faux. Le public, il vit l'architecture au quotidien, comme nous. Il a un regard critique sur ce qu'il vit. Voilà, il ne sait pas ce que c'est que les architectes, ça c'est autre chose. Non. Oui, non, il a été dit quand même que le public ne savait pas trop ce que c'était. Voilà, est-ce qu'on va faire appel à un architecte pour concevoir notre espace? Oui, voilà, il a besoin en effet d'outils, mais je pense que c'est... Et peut-être qu'en effet, il est simplement pas assez associé à l'acte de faire le projet et à l'acte de construire. Je pense que c'est juste qu'il est tenu un peu à l'écart par des professionnels et que c'est ça l'erreur. Et qu'en effet, il y a des outils formidables comme la maquette qui permettent aux gens de comprendre ce qu'on leur raconte et même de toucher ce qu'on leur raconte. Et c'est des outils qui devraient être obligatoires. C'est tout. Tout le reste. Super. Je regarde s'il y a quelqu'un d'autre. Et sinon, je voulais rebondir sur cette question de recherche que je vais associer, c'est peut-être pas la même chose, mais je vais quand même tenter, à la question de l'expérimentation. Cette question de comment on renouvelle un peu des savoirs, comment on renouvelle des outils, et quelle place, du coup, cette question de l'expérimentation, de la recherche et même du partage, quelle place elle a pour vous dans nos professions un peu d'aménagement et comment ça se traduit après dans des choses un peu concrètes. Ça peut faire parler un petit peu des rimes aussi, je pense. Expérimenter, c'est se donner aussi la possibilité de rater, et de rater encore, de rater mieux, comme disait Beckett. Et que pour le coup, sur ces sujets-là, c'est compliqué. Parce que quand on rate, on peut aussi rater et laisser notre échec pour 100 ans sur la planète. Donc pour des architectes qui parfois sortent de l'école et n'ont eu aucun espace pour venir tester, expérimenter, rater mieux, et doivent tout de suite être efficients dans l'acte de construire, c'est quand même fou qu'on n'ait pas imaginé plus d'espace pour ces aspects-là, mais c'est le cas. Moi, j'avais même proposé à un moment donné de construire un SIGIT. Ici gisent nos échecs, venons en parler. Parlons de nos désastres en contemplant les astres, parce que je voyais bien que c'était un sujet extrêmement tabou de parler de ça. Alors, il y a l'expérimentation de tester les matériaux, d'avoir des espaces pour cela, pour vraiment être aussi dans l'ingénierie, etc. Mais il y a aussi tester, venir se questionner sur des processus, sur explorer des liens qui n'existent pas, faire venir effectivement un penseur, un chercheur qui va venir interroger aussi comment est-ce qu'on va s'interroger sur notre geste et notre façon d'avoir un processus autour de ça. Il y a ce qu'on disait d'expérimenter des groupes pluridisciplinaires. Il y a le fait de créer ces espaces-là. Et en fait, effectivement, les rimes sont partis de ce constat-là, en fait, qu'on est différents mondes à agir dans la fabrique urbaine, à agir dans le monde de l'architecture. On ne se côtoie pas, ou en tout cas pas suffisamment. Comment est-ce qu'on peut faire grandir l'entre, où il y a un espace énorme de création, d'imagination et de sujets communs qui nous relient, et en les travaillant avec cet esprit-là, on peut faire totalement, pas innover, mais en tout cas questionner des nouvelles manières de faire. Il y a un terrain d'invention qui est énorme. Et donc voilà. Et après, moi, je pense qu'il y a les choses aussi en acte. Moi, j'ai beaucoup aimé, par exemple, l'année dernière, je suis allée à Bellastock
dans le festival Bellastock, qui tous les ans en fait met à disposition différents matériaux avec il y a un bois et en fait donne une thématique. Donc là en l'occurrence c'était la ville conviviale. Et ben allons-y, pendant une semaine on l'a fait, la ville conviviale, et on en parle, et on a pour ça quelques bottes de paille, mais en fait c'est fou tout ce que ça nous a suscité comme dialogue et comme échange autour de ça, en fait. Et puis en plus ça donne vachement d'espoir de se dire ok, là en une semaine on a vécu là. Enfin bref, donc l'expérimentation elle est dans tester les choses d'un point de vue aussi process, philosophique, implication, etc. Puis il y a concrètement, moi je pense qu'effectivement c'est un espace qui manque énormément, cet espace de tester tout simplement le geste d'architecture. Bah si, en fait, on peut pas tester, en fait. Bah non, vous pouvez pas tester. Non, mais les étudiants qui sortent de l'école, tu as dit tout à l'heure, ils sont tout de suite efficients, en fait, pas du tout. Il faut savoir qu'ils ne savent pas construire. Donc ça, c'est encore un autre sujet, on peut faire un café débat là-dessus. Parce qu'on n'apprend pas à construire. On apprend théoriquement à construire, mais en fait, on ne fait pas... je suis désolée, c'est peut-être un gros mot, mais on ne fait pas de chantier. Donc c'est un vrai sujet qui relie en fait tout sur le thème du café débat, puisqu'en réalité, architecte, c'est quoi? Enfin, quand on sort de l'école. Et c'est pas pareil 10 ans après. Et voilà, on apprend en fait en sortant de l'école. Par exemple, moi, quand je suis allée dans une agence à Paris, je suis arrivée, j'ai évidemment dit je vais pas faire de chantier, je sais pas faire. Donc en fait, je n'avais pas appris à être architecte qui construit. Je savais comment on pouvait à peu près construire, mais on n'allait pas me mettre sur un chantier en sortant de l'école. Donc ça, c'est encore un autre sujet de café débat, je pense. Sur l'expérimentation, il y a bien sûr, au moment de la... Pardon, je vous de ligne, il y a la construction, comment on construit, la matérialité, les process, etc. Mais il y a aussi la définition des besoins. Et je pense qu'il faut aussi inventer, il y a peut-être réinventer la question de la programmation qui se fait un peu en loge. On confie à un AMO ou à un expert censé définir un peu en loge les bons besoins, les bons usages, et puis éventuellement au travers d'un diagnostic, mais entre en relation ce programme et une situation spatiale, un bâtiment ou un site. Et peut-être qu'il y a un parcours plus transversal du projet, il y a peut-être à responsabiliser davantage l'architecte au moment des besoins, en lien avec les habitants, les usagers, surtout la question de la maîtrise d'usage, ça paraît essentiel. Et puis sur la question de l'économie aussi de projet, peut-être qu'il faut sortir de l'empire du pourcentage attribué aux travaux. On voit ce que ça amène, quoi. Enfin, dans l'écriture des marchés publics, avec maintenant des critères de pondération pour choisir, voilà, et on demande c'est quoi, tu notes combien au jury, voilà, tel, et puis le cumul les notes, ah merde, c'est pas le bon. Bon, alors on va changer la moyenne pour que finalement le plus intéressant soit, enfin celui qu'on a envie de retenir soit retenu. Puis ça amène aussi parfois à biaiser l'économie par des recours à des avenants successifs, quand la personne qui s'est positionnée comme moins 10 ans finit par considérer qu'il n'est pas suffisamment payé, ça marche pas mal sur l'aménagement public. Donc on expérimente par exemple sur les cours d'école un appel à projet avec une économie contenue de 50 000 € pour des petites cours d'école en milieu rural, avec l'idée que les maîtres d'œuvre, architectes ou paysagistes, plutôt paysagistes concepteurs, vont savoir où mettre le curseur en fait, entre ce qui relève de la conception et de ce qui relèvera des travaux, lesquels travaux seront peut-être appréhendés d'ailleurs en régie. Il y a aussi cette modalité peut-être à imaginer, quoi. L'entreprise, c'est bien, il y a des savoir-faire en entreprise, je ne sais pas ce que je veux dire, mais parfois dans des micro-économies, ça peut être intéressant aussi de valoriser des savoir-faire autres, l'agent communal, voilà, le cantonnier, autrement dit, qui sait aussi parfois monter un petit bout de mur en pierre, qui sait découper du bitume, qui sait planter des arbres. C'est une autre façon d'aborder l'économie à l'échelle, à nos petites échelles. Nous, on est pour la plupart sur les communes de moins de 1000 habitants, donc on essaie de trouver des astuces pour bricoler le projet, quoi. On parlait de la formation, du coup, en disant que quand on sort de l'école, je pense qu'on a tous eu un petit peu ce sentiment. On a l'impression qu'on ne sait pas construire, on ne sait pas faire, ou en tout cas, on ne correspond peut-être pas à ce qu'on attend de nous dans le métier. Mais du coup, de votre point de vue, à quoi est-ce qu'on est formé quand on fait l'école d'architecture ? Ouais, je pense que... Juste, on peut quand même dire qu'il y a une grosse crise en ce moment quand même. Il y a un gros mouvement justement qui... En école d'architecture ? Oui. Ouais. Oui. Par rapport à la question que tu poses, c'est ouais. justement, c'est
Oui, il y a un mouvement du coup dans les écoles d'architecture sur le manque de moyens, mais aussi sur le manque de représentation. Pas que ça. Pas que ça, mais Oui, je pense qu'on est invité à développer des capacités ou des qualités en fait au travers du parcours de l'école. Je pense que la curiosité en fait, on l'a pas, mais vraiment au sein des écoles d'archi, j'ai l'impression que voilà, c'est une vertu qu'on nous amène à développer, quoi. Et c'est essentiel en fait parce que ça titille plein de choses. La critique, l'esprit critique, je pense à l'égard du monde, à l'égard du projet, à l'égard d'une plastique, d'une matérialité. Et puis surtout la conduite de projet, en fait, c'est ça qui nous relie probablement entre architectes, c'est la capacité à appréhender une question, une économie dans un laps de temps et faire une équation à partir de tout ça. Parce que qu'on construise ou qu'on construise pas, comme nous, la question de la conduite du projet, elle est au cœur de ma pratique, quoi. J'ai un élu qui me pose une question, il va falloir que je lui donne une réponse dans une temporalité avec une économie de moyens et puis un livrable, finalement quelque chose. C'est une fête, ça peut être un atelier participatif. Mais voilà, savoir accompagner tout ça, je pense que c'est vraiment le point commun. Et il y a assez peu de lieux d'enseignement, j'ai l'impression, parce que pour côtoyer d'autres univers, d'autres métiers, où on enseigne le projet de cette manière-là. Mais c'est vrai que la question de l'expérimentation, à quoi on est censé former, c'est une question c'est hyper complexe. Moi, je pense que c'est d'apporter les fondements d'une culture et de poser des questions. Je ne crois pas qu'on prétende apporter forcément toujours des réponses, mais de poser des questions et faire en sorte que ce qu'on pose maintenant comme question, même si tout de suite ça percute pas, mais il y a des choses auxquelles on va s'en rappeler dans quelques années et on va avoir les réflexes de mobiliser les connaissances qu'on a pu apporter à un moment donné. Donc moi je pense que c'est sûr, on sort de l'école, on n'a pas fait de chantier, sans doute, mais je pense qu'on a posé en fait la capacité d'observer, d'analyser, d'être curieux, voilà. Et ça, je crois que c'est quand même quelque chose qui... Si on le fait pas à l'école, on le fait où et quand? Mais je sais pas, quelqu'un a peut-être un mot à dire sur... Oui. Surtout que je vois qu'il reste un quart d'heure en fait avant la fermeture. Donc je ne sais pas si quelqu'un voulait réagir un peu sur tout ce qui a été dit ou sur les dernières choses. Parler de ce mouvement dans les écoles d'architecture qui est quand même est assez brûlant. À Brest, il n'y a pas d'école d'architecture, donc il n'y a pas d'étudiants. Peut-être demain. Peut-être demain. Eh bien, je sais pas, peut-être qu'on va... Bah, si, on peut quand même dire que les mouvements... C'est trop tôt, ils attendent quand même de nous qu'on en parle, parce que là, il y a des questions de moyens, il y a les questions d'être face à des enjeux climatiques, dans des enjeux très forts, de crise, de tout ce qu'ils vont devoir là porter, traverser, travailler, et de sentir que là, voilà, on mesure pas tout ça. Les financements les financements des écoles sont très faibles par rapport à d'autres écoles. Les financements sont faibles, les questions posées sont faibles aussi, je pense, aux étudiants qui en attendent plus aujourd'hui. Ils en attendent plus aujourd'hui, et moi Ils en attendent plus, mais avec moins de profs. Il y a une question, au départ, budgétaire, c'était un peu ça le truc. Donc il y a les robinets qui sont un peu coupés, et de moins en moins de profs, de plus en plus d'élèves en architecture, par exemple, parce que on parle des écoles d'architecture. Donc voilà. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est... moi, je vois, par exemple, à l'hôtel Pasteur à Rennes, qui est un des co-organisateurs des rimes, parce que tout à l'heure, tu as cité Au bout du plongeoir, mais le Fourneau, mais on construit les rimes avec l'hôtel Pasteur, Questa Coopérative Culturelle, le Fourneau, Caroline Raffin, qui est ici, Territoire Public. Enfin, on est plusieurs co-organisateurs, et le Polo qui vient aussi ce soir, peut-être qu'ils sont là, et différents partenaires. Et en fait... du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire parce que je voulais pas oublier de dire ça, mais oui, sur ce mouvement-là, sur cette question des moyens, et sur cette question aussi des méthodes. C'est-à-dire que là, moi je vois l'hôtel Pasteur, justement, ça y est, j'y reviens, et Au bout du plongeoir, sur ce site d'exploration d'architecture, beaucoup d'étudiants qui disent ouais, mais nous aussi, où est-ce que on vient
frotter toutes nos questions, tous nos enjeux, où est-ce qu'on vient débattre, discuter, faire des choses en acte, tester. Et les écoles, là, on sentent en fait qu'il y a des choses qui bougent très très vite et que non seulement les moyens, mais aussi peut-être les méthodologies, peut-être aussi toutes ces approches-là qu'on a parlé ce soir, est-ce qu'elles sont présentes suffisamment dans les écoles? Est-ce qu'elles peuvent venir suffisamment les nourrir aussi pour après pratiquer leur métier? C'est un petit peu tout ça qui brasse. Il y a aussi la question du collectif aujourd'hui, que nous, on n'a pas forcément connu il y a 20 ans ou 30 ans, où il y avait des individus, peut-être plus, sur une agence par exemple, sur une personne, et aujourd'hui on voit bien que c'est des groupes. Toutes ces questions-là ont changé aussi le mode de fonctionnement dans les écoles. En fait, il faut un peu tout re-questionner peut-être. Je vais... Encore une fois, je ne sais pas trop sur quoi je me lance, mais j'y vais quand même. J'ai été assez... je me suis accordé plus de temps ces derniers mois, etc., pour aller un peu plus dans des jurys d'écoles, soit des interventions, des jurys de concours dans les écoles d'archi, de paysage, etc. Et je suis assez... c'est une grande désillusion, en fait. Je suis effaré de... en jury de HMO, en gros, c'est est-ce que cette personne va nuire à la profession ou pas? Bon, a priori, non. Allez, suivant. Et je caricature, je dis de manière... je caricature volontairement, mais je l'ai entendu, je l'ai vu. Alors il faut absolument pas dupliquer. Voilà, il faut. Non, mais on est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais pareil sur des, sans citer les écoles, etc. Sur des jurys qu'on a pu faire ensemble, ou d'un seul coup on est avec un prof qui, l'étudiant en master 1 n'est pas encore, à l'aise avec ses plans de logement. Il y a un prof qui va lui dire, bon, t'inquiète pas, ça va venir. Un autre prof va lui dire, c'est peut-être le moment de te demander si ça te motive, ça te passionne. Est-ce que c'est pas le moment justement de dire l'architecte ne fait pas que de construire et de repasser sur autre chose, etc. Et en fait, c'est que des paracupunctures comme ça, et je voudrais pas généraliser, mais j'ai quand même un peu cette désillusion de dire pas très au clair là l'enseignement, l'archi, etc. Et c'est pour ça que la lutte aussi aujourd'hui dans les écoles d'archi, c'est pas que les étudiants, c'est aussi les profs. Et c'est la particularité aussi de ce mouvement, et dans les écoles d'archi et de paysage aussi. Mais dans les écoles de paysage aussi, et voilà. C'est aussi parce que je vois que le débat commence à partir. Donc, Et puis aussi, cet outil, c'est quoi ce robot là, cette espèce de logiciel qui fait faire de l'architecture à votre place là? Bim, boum. Non, mais c'est ça aussi. Enfin, je veux dire, c'est aussi là, à un moment donné, on a développé des outils qui, pour certains, ont aussi déconnecté du réel, du sens, de l'organique, du lien, etc. Enfin, c'est comme tu dis, c'est partagé par les profs, par toutes les administrations. Enfin voilà, il y a un moment, et c'est le moment en fait de poser le sujet au fond. Et je vais peut-être être obligée de conclure, je suis désolée. Mais le sujet se pose en école d'architecture en ce moment, mais le sujet se pose à plusieurs niveaux. Cette question de la diversification, alors on ne va pas revenir dessus, je pense que ce n'était pas non plus l'essentiel du débat. C'est une question un peu brûlante dans l'identité professionnelle qui est incarnée aujourd'hui aussi par un ordre des architectes. Et du coup, c'est vrai que cette question de la diversification, elle n'est pas forcément facile à traiter, parce que c'est vrai que c'est difficile d'expliquer ce que c'est un architecte. Et quand du coup l'ordre des architectes pose la question aussi, il a parfois un peu envie ou un peu besoin de clarté des choses, alors qu'on voit bien qu'il y a cette envie de la part des étudiants, mais aussi de la part de professionnels, d'hybrider un petit peu les choses, de partir dans des professionnalités, c'est-à-dire de nouer aussi un peu des valeurs un peu personnelles à des compétences, et que cette reconnaissance-là, elle est pas si simple. Mais il y a des gens quand même qui se battent aujourd'hui pour effectivement faire reconnaître un peu cette diversité-là, que ce soit en école ou que ce soit à d'autres niveaux. Donc les débats sont quand même là en ce moment, pas que à Brest, ça c'est sûr, et à d'autres niveaux. Donc je pense qu'il faut être assez positif, ou en tout cas assez enthousiasmé par ce qui se passe aujourd'hui. C'est des luttes, mais qui ont un but vraiment qui est de vraiment identifier les enjeux aujourd'hui de la part des professionnels, mais aussi de la part de ce qui vient un peu d'en bas, et
Et du coup, ça rend les débats intéressants. Je suis désolée, t'as conclu, je peux juste rajouter un truc. Vas-y. Non mais parce que l'autre jour, je trouvais ça super intéressant par rapport au sujet du débat. Nicolas Delon, donc pour les 10 ans de Pasteur, vous voyez qui c'est de Encore Heureux, qui a beaucoup travaillé notamment la question du réemploi, et qui disait, voilà, moi je suis sortie des écoles, je me suis retrouvée à construire toute une maquette pour un événement, puis on a tout jeté. Et là, je me suis dit, mais pour lui, vraiment, c'était un oh my god point, il disait, un choc qui lui avait totalement transformé dans sa pratique d'architecture sur le réemploi, et qui du coup là maintenant fait un spectacle qu'il diffuse pour venir parler de ça, parce que ça l'a poussé. Je parlais de l'ordre des architectes d'ailleurs en ce moment, est aussi beaucoup engagé sur ces questions de mesurer aussi la responsabilité de l'architecture dans toutes les émissions de gaz à effet de serre. C'est énorme en fait, le monde de la construction, du bâti, etc., du béton. Donc effectivement, quand on parlait tout à l'heure de s'hybrider, c'est aussi prendre les responsabilités de sa pratique, et puis du coup trouver aussi plein de formes pour aller le dire, le raconter et le mettre en partage, quoi. Donc allez voir ce spectacle qui s'appelle... qui c'est qui s'en souvient? Nicolas Delon, voilà, c'est un spectacle qu'il a très chouette. Merci à tous.